Bonjour Magali, Bonjour Christophe. très heureux de te recevoir aujourd'hui sur The Yin Yang Voice. On Mm. va aborder ensemble un thème qui nous est cher à tous les deux, c'est le thème de être soi, deviens qui tu es. D'ailleurs, tu nous diras d'où vient cette phrase et comment elle s'applique aujourd'hui dans ta vie professionnelle aussi. On rentre très très vite dans le sujet. Là, je te propose de te présenter rapidement, puis on entrera dans les détails hein, au fil de l'eau. D'accord, bah merci de m'accueillir Christophe. Je m'appelle Magali, j'ai 52 ans, j'ai deux enfants, deux garçons qui ont 20 et 22 ans, Adrien et Octave. Et pour définir mon parcours, enfin en tout cas ce que je fais aujourd'hui professionnellement, j'ai créé des activités assez extraordinaires pour les enfants. Ça s'appelle Joie. Et le O et le A sont les lettres des prénoms de mes enfants. Et le J, D'accord. joie, ou justice, parce que mon autre parcours professionnel est lié à la justice. Je t'expliquerai peut-être tout ça. Ok, alors quelle a été la Magali quand elle était petite? Qu'est-ce qu'elle a traversé en termes d'éducation, ses relations à ses parents? D'où viens-tu? D'où vient? Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Châtenay-Malabry, en partie, un peu à Paris aussi, avec, je suis l'aînée d'une famille de deux enfants. J'ai un frère qui a 5 ans de moins que moi. Et j'ai une maman qui a été successivement infirmière, après qui a fait de la formation à la santé pour les enfants. Elle a été aussi infirmière scolaire. D'accord. Et c'est intéressant par rapport à mon parcours. Oui. Et mon père, lui, a été successivement contrôleur de gestion ou et directeur financier, mais c'est surtout, j'en ai pas forcément ce souvenir, mais c'est surtout quelqu'un qui était extrêmement cultivé, enfin qui est extrêmement cultivé et un grand intellectuel, tous les deux fans de musique classique. Et en ça, je suis pas forcément, je me reconnais pas forcément en eux, mais voilà. Et quelle petite fille j'étais. C'est difficile pour moi d'avoir beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je me souviens d'avoir été une petite fille très joyeuse et très aimant à être avec les autres, dans la collectivité, heureuse à l'école, heureuse aux Jeannettes, heureuse en colonie de vacances. J'étais tout le temps bien Une quand j'étais enfance heureuse. Donc. ouais, assez sportive aussi, Mhm. dynamique, prenant la parole. Enfin, un peu ressemblant à ce que je suis aujourd'hui, je crois finalement, mais ouais, j'ai un peu réfléchi à qui était cette petite fille. Voilà, peut-être un peu perturbatrice parfois pour mes parents qui étaient plus sérieux, je sais pas. Alors Euh, justement, tes parents, quelles influences ont été les plus fortes de tes parents sur toi? Euh, je pense que j'ai deux parents qui ont été très aimants, parfois maladroitement, parfois ne le disant pas, mais j'ai le souvenir plutôt d'avoir été, d'avoir des parents attentifs à mon éducation. Ils avaient quand même le souci que je travaille bien à l'école, alors ça n'a pas du tout posé de difficulté pendant le primaire. Après, j'ai un père qui s'est fait beaucoup de soucis, euh, euh, qui était même un peu désespéré, alors que j'étais pas mauvaise à l'école, mais je pense qu'il avait d'autres espoirs au départ pour moi. Enfin, j'ai le souvenir qu'il voulait que je sois ingénieure, ce qui n'était pas du tout, ça ne correspondait pas du tout. Euh, et, euh, et une mère très présente dans l'éducation. J'ai le souvenir qu'elle faisait quand même, on faisait beaucoup de sorties ensemble. Je crois qu'elle m'a transmis quand même quelque chose de fort Oui. sur l'éducation. Et mon père plutôt, plutôt là pour les devoirs ou assez rigide quand même dans cette partie de ma vie. Enfin, ouais, j'ai un souvenir d'un père quand même assez sévère et rigide. Je ne l'ai pas perçu de la même manière selon les périodes de vie, mais euh, voilà. Mais pas forcément des parents que je sentais très à l'aise dans leur vie. Moi, j'avais l'impression que je détonnais un peu quand même dans cette famille.
Voilà. Et j'ai un frère, ça façonne aussi mon histoire parce qu'un frère qui est handicapé aujourd'hui, mental, mais que je vois pas beaucoup et qui, lui, en fait, a ce handicap parce il est né, enfin, il a fait un arrêt cardiaque à la naissance. D'accord. Euh, mais et après, plus tard, il a eu des bouffées délirantes à l'âge de 18 20 ans. Et ce qui fait que aujourd'hui, enfin, il vit bien, mais enfin, il vit bien, mais il a un travail qui lui demande pas beaucoup d'efforts intellectuels et il est dans une grande fragilité quand même. Mais quand il était enfant, en fait, je me souviens qu'il travaillait pas super bien à l'école. Et il était d'ailleurs, ma mère l'avait mis dans une école qui s'appelle La Source à Meudon, qui est une des premières écoles en région parisienne, Montessori en fait. On l'appelait ça une Ah oui, école nouvelle, on n'appelait pas ça une école Montessori. Mais ça aussi, c'est important dans mon parcours bien sûr. parce que j'avais le souvenir que ma mère me disait que c'était une école fantastique pour les enfants, pour leur autonomie. Et je crois que mon frère a été très heureux. Mais en fait, j'avais pas l'impression qu'il était handicapé, en tout cas. Enfin, Mhm. c'était pas dans mes souvenirs. J'aimais bien être avec mon frère, je l'entraînais dans mes trucs, mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais bon, il a du coup pris beaucoup l'attention de ma mère. Et moi, il fallait que ça roule, en fait. Mais je pense que pendant une longue période, jusqu'à mes 12 ans, en gros, c'était pas un sujet. Et après, ils ont commencé à avoir une petite exigence à mon égard que j'ai pas toujours suivie. Donc, j'ai posé beaucoup de difficultés à mes parents. Pas très graves, mais scolairement, je pense que je les inquiétais quand même un peu. Alors, t'as pris quelle direction, du coup, scolairement, à ce moment-là? Bah, en fait, j'étais moyenne bonne, quoi. Enfin, j'étais pas, je brillais pas, mais je m'en fichais un peu, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des copains à l'école et puis qu'on me foute un peu la paix. Mais en fait, un jour, mon père m'a dit cette phrase qui m'a fait. Il m'a dit, écoute, t'es pas très scolaire, tu sais, pour comment, tes études, on va pas trop se compliquer la vie, t'as qu'à être au test de l'air. Pourquoi hôtesse de l'air? C'était Mais quoi il m'a son... justifié en plus, mais je pense qu'il était vraiment sérieux. Il m'a dit, écoute, t'es mignonne, t'es souriante, t'aimes bien parler aux gens. Bah écoute, c'est bien pour toi, comme ça va pas te demander beaucoup d'études. T'avais trouvé une case, hein? Ouais, voilà, je pense qu'il avait besoin, il a dû vachement réfléchir et se dire, bon, elle va pas être ingénieure, ça c'est sûr. C'est pas une flèche, quoi. Je sais pas. Enfin, je devais pas avoir les notes puis j'ai même redoublé alors qu'on me laissait passer. Ça, j'ai un souvenir aussi en première. Ma mère était un peu inquiète aussi, donc elle m'avait fait voir un psy qui m'a fait un test. À l'époque, on faisait pas beaucoup ça, mais j'ai eu un test de quotient intellectuel. Oui, À l'époque, c'était juste quotient intellectuel, c'était pas quotient émotionnel non plus. Donc, bien sûr. et on trouvait que j'étais vachement intelligente, mais que c'était pas, ça suivait pas forcément dans le vocabulaire, dans l'expression, enfin, je sais pas, il y avait tout un truc. Et donc, comme j'étais super juste en première, on s'est dit, bon, on va pas la laisser passer en terminale, on va lui faire redoubler sa première. T'es d'accord, Magali? Oh, bah oui, pourquoi pas, je m'en fous. Et donc, non, mais parce que sinon, tu risques de pas avoir le bac et c'est pas génial après d'avoir un échec comme ça. Donc, redoublons. Donc, j'ai D'accord. redoublé. Bon, et c'était peut-être utile pour ma maturité, quoi, mais c'était. Ouais. Et après, finalement, je suis rentrée en droit. Bah, j'ai eu le bac finalement à 10,37 je crois. Et, mais alors moi, ça m'allait très bien. À l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas Parcoursup, donc on rentrait Oui. dans une fac plus facilement. Moi, j'étais au lycée Montaigne dans le 6e arrondissement à Paris. Et donc, bah, à l'époque, on rentrait dans la fac qui était dans l'arrondissement, quoi. Donc, j'ai eu la chance de rentrer très facilement à l'université Paris 2 à Assas, qui était quand même enfin, qui est toujours une très bonne fac de droit. Et, euh, et là, bah, j'ai pas du tout travaillé en fait. Mais donc j'ai redoublé ma première année de droit. Ouais. Et ça, j'en ai porté la responsabilité, voilà. Et, euh, et en fait, après, ça a été.
parce qu'en fait, je pense que j'ai compris qu'il fallait qu'un jour j'ai un métier. Et, et voilà. Mais, et parallèlement, je m'occupais beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si c'est utile de le dire maintenant, mais parce que, en fait, j'ai notamment, euh, pendant l'été, avant mon redoublement de la première année de droit, évidemment, j'étais censée quand même bosser les examens de septembre, parce que mon père était complètement catastrophé. Enfin, il me disait, mais... ah oui, j'ai oublié de préciser, mais j'ai des parents divorcés. J'avais 12 ans quand ils ont divorcé. Et, et bon, bah, ça aussi, ça a été important dans mon chemin, surtout que ma mère, elle, s'est mise avec un neuropsychiatre. Oui, Et ça, je pense que comment dire, apporté énormément en termes d'humour, déjà, parce que c'était quelqu'un de très amusant, oui, et, et en termes intellectuels, enfin, d'ouverture à la psychologie. Euh, on en, on en parlait beaucoup, donc moi, j'aimais beaucoup ça, en fait, son Assez conseil. loin du côté Yang, ingénieur, qu'attendait ton père. Ouais, bah, je pense qu'il rêvait, lui, d'avoir été ingénieur, j'en sais rien, et il a projeté complètement son truc sur moi. Et lui, il a fait des hautes études parce qu'il avait fait Sciences Po et Subdeco, il était sorti major de l'une des promos, je sais même plus laquelle. Mais après, finalement, il n'a pas eu un job qui lui convenait, je pense. Lui, typiquement, il n'aurait pas jamais dû faire un job comme ça, je pense. Ouais, Et ma mère, elle s'est retrouvée, elle, infirmière à l'hôpital, mais parce que à l'époque, quand les enfants savaient pas trop quoi faire, les filles, c'était les hommes devenaient médecins et les femmes infirmières. Enfin, elle habitait en province. Ma grand-mère maternelle savait pas trop quoi faire d'elle et elle l'a inscrite à l'école d'infirmière, quoi. mhm, Mais enfin, c'est ce que ma mère m'a raconté. Et, euh, et donc après, elle-même a énormément changé de vie professionnelle parce qu'elle a été infirmière à l'hôpital, puis après infirmière scolaire parce qu'elle aimait bien le contact avec les enfants. Et après, elle a fait, alors, pendant tout ce temps-là, avant le divorce avec mon père, elle a repris des études d'orthophoniste. Puis finalement, elle n'a pas été au bout parce qu'ils ont divorcé et que c'était trop compliqué pour elle. Euh, mais et après, elle est rentrée à la sécurité sociale. Elle a fait de la formation à la santé pour les enfants dans les écoles. mhm. Est-ce que Euh, le divorce de tes parents a créé une sorte de rupture, de déséquilibre dans un sens ou dans l'autre pour toi? euh, ouais, je pense qu'ils ont assez mal géré leur rupture. Euh, En tout cas, c'est ce que ma mère m'a dit récemment. Ils nous ont pas du tout expliqué pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai eu l'impression que c'était hyper brutal. Je pense qu'un an avant, il y avait une copine à l'école dont les parents divorçaient. Je disais, oh, moi, ça risque jamais de m'arriver. Enfin, je me souviens de cette phrase. Mais et puis là, d'un coup, voilà. Et puis, bah, j'ai pas vu beaucoup mon père en fait, parce qu'à l'époque, on voyait son père une semaine sur deux, un week-end. Voilà, lui savait pas trop quoi faire de nous. J'ai eu un père assez absent après mes 12 ans. Ma mère était avec ce nouvel homme dans sa vie qui n'était pas du tout apprécié par mon père, qui vivait très mal le fait qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre après le divorce. Euh, Moi, on s'occupait pas trop de moi, en fait, je crois. Mon père me faisait régulièrement des reproches sur mon parcours scolaire, mais comme je Oui, le c'est voyais. toujours le même sujet en fait, avec, le lien entre ton père et toi, c'était le parcours scolaire, c'est Ah ça? oui, il y avait que ça qui l'intéressait. De toute façon, c'était pas. Ouais. Alors que non, je pense pas, mais ça devait énormément le stresser. Et ma mère, elle était avec cet homme. Il y avait mon frère qui prenait beaucoup de place. Moi, je crois que j'ai fait ma vie un peu tranquille. Enfin, tranquille, mais en même temps, il fallait que ça roule aussi, quoi. C'est-à-dire, bon, toi, t'as pas de problème, t'as pas de problème à l'école, a priori, comme mon frère. T'as pas, donc, il faut pas poser trop de soucis, quoi. Enfin, je l'ai réalisé récemment, en fait, que je pense qu'il fallait quand même que je rentre dans le rang et que tu travailles bien à l'école, et puis c'est tout. Puis le reste après. Mais Pour finir, bon, tu as bien vécu quand même cette période oui, transition. après, j'ai un tempérament heureux, je crois, mais oui, je faisais ma vie avec ce que j'avais, les copains, les premiers émois pour les garçons. Enfin,
C'était... Mais j'étais dans une école de filles en plus. Alors ça, j'ai mal... Ils m'ont mis dans une école de filles à la sixième, à la quatrième, je crois. Et alors ça, je trouvais ça très curieux d'être qu'avec des filles, alors qu'au primaire, j'étais avec des garçons. Et je trouvais ça chouette. Mais bon, c'était une école privée et il se trouve qu'il y avait... soit on était dans l'école mixte, il y avait très peu de filles dans les classes et beaucoup de garçons, soit on était... donc je sais pas, ils ont dû considérer que c'était bien, que je travaillerais mieux peut-être, si je n'étais pas perturbée. Alors, comment tu as trouvé cette ambiance de fille? J'ai pas adoré le collège. C'est pas, j'aimais bien ma prof de français, je me souviens. D'ailleurs, dans mes premiers souhaits de qu'est-ce que je vais faire plus tard, je me disais au début je vais être instite, après je vais être prof de français. Ça m'a traversé l'esprit. Mais alors sinon, non, j'aimais pas trop l'école. C'était pas, je trouvais qu'on s'ennuyait quand même beaucoup. Donc je profitais de tout le reste, quoi. La cour de récré, quoi. Mais c'était pas, non, j'ai pas Alors, donc, adoré. tu es rentré en fac de droit et pour devenir avocate, c'est ça? C'est ça. Oui, finalement, je me suis réveillée. Non, mais j'ai commencé à aimer le droit parce que enfin, je pense que je suis hyper affective, donc en fait, il faut qu'on me mette un bon prof. Et là, je me mets à bosser, mais j'ai eu vraiment des profs extraordinaires en chargé de TD et en profs magistraux, qui d'ailleurs sont devenus agrégés, enfin, qui ont eu l'agrégation et qui sont sortis premiers. Enfin, voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que le droit, dans la mesure où c'était le droit qui concernait les humains, tout ce qui est droit des sociétés, droit des affaires en général, ça me passionnait pas du tout. Mhm. Et quand c'était le droit de la responsabilité délictuelle, contractuelle, quand c'était le droit de la famille, le droit des successions, tout ça, j'aimais beaucoup. Et puis, ouais, quand j'ai passé, j'ai fait beaucoup de stages tout de suite, en fait. J'avais très envie d'être dans la pratique, moi, comme l'université. Euh, enfin, tout ce qui est parcours académique m'amusait pas. En fait, je me suis dit, bah, je serais bien avocate, mais il faudrait que je vois quand même ce que c'est avant de. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus drôle d'être au tribunal ou dans un cabinet et voir les gens Mhm. qu'être dans un amphithéâtre. Et donc, dès la deuxième année, je suis rentrée dans un cabinet, j'ai adoré. Et après, tous les ans, j'allais dans un cabinet, soit le même, soit un autre. Et donc, quand il a fallu choisir le métier et donc l'examen d'entrée aussi, parce qu'il faut passer des examens quand on veut être soit juge, soit avocat, soit huissier de justice, tout ça, tout de suite, ça a été le métier d'avocat que j'ai choisi. Et, D'accord. et j'ai eu l'examen du premier coup. Je crois que j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Mais j'étais super motivée. Et en plus, à l'époque, j'étais dans ma première histoire d'amour avec quelqu'un que j'ai rencontré sur les bancs de la fac. Mhm. Et du coup, on bossait ensemble. C'était assez sympa, en fait, d'être à deux. J'ai jamais été trop une solitaire, moi. Alors, Mais, tu es rentré dans ce métier assez rapidement et tu as démarré cette première carrière, on va dire. ouais, en droit de la santé. Ouais. C'est là le lien avec ma mère et ma grand-mère qui était kiné aussi, qui aurait voulu être avocate, mais à la fin de la guerre, elle n'a pas eu trop le choix de faire des longues études. Mais elle était kiné. Dans la famille de mon petit copain à l'époque, il y avait des médecins, des kinés, enfin infirmières, tout ça. Donc, en fait, j'étais entourée quand même de gens dans le milieu de la santé. Et ça me plaisait beaucoup, en fait, l'être humain, le corps humain. Enfin, c'était vraiment, voilà, quelque chose qui me parlait. Et on commençait à parler des accidents médicaux. Et voilà, ça m'a intéressé de me lancer là-dedans. Ça n'a pas été tout de suite parce que quand vous rentrez dans un cabinet, euh, on fait pas tout de suite ce qu'on veut, mais j'ai eu la chance, en fait, au bout d'un an de barreau, de rentrer dans le cabinet.
de celui qui est devenu mon mari et qui avait un très gros dossier d'infection nosocomiale, une des premières infections nosocomiales, donc infection contractée dans l'établissement de santé. Et on défendait un chirurgien qui avait opéré, je pense, 90% des patients qui avaient été infectés. Et donc là, ça a été un dossier extraordinaire parce que, enfin, pas pour les victimes, mais en termes juridiques, judiciaires, parce qu'il y avait des procédures dans tous les sens, procédure pénale, procédure civile, des expertises. Donc, et après, on a développé en fait tout ce truc-là, euh, tout ce domaine de la santé dans le cabinet. Donc, c'était assez sympa. Et je suis restée avocate presque 10 ans. Donc, entre-temps, je me suis mariée avec celui qui est devenu le père de mes enfants. Et pour des raisons de protection de la famille, je ne me suis pas installée à mon compte, ce que j'aurais souhaité. Voilà, avec mon ex-mari, enfin, parce que je dis mon ex-mari parce qu'il n'est plus mon mari, mais à l'époque, on a eu cette discussion et lui travaillait beaucoup et il avait plus envie que je sois salariée dans une entreprise. Et en fait, j'avais trop de culpabilité vis-à-vis de mes deux enfants. Je me suis dit, je peux pas m'opposer à leur père. Enfin, ça fait partie de mon histoire, mais je peux pas m'opposer à leur père et faire ma route professionnelle. Si c'est que des nounous qui s'occupent d'eux, si j'ai plus le temps pour eux, si leur père s'occupe pas d'eux non plus. Enfin, j'assumais pas du tout le truc. En fait, là, clairement, j'ai fait passer ma position de maman. Non pas qu'en entreprise, vous foutez rien, mais voilà, je savais que j'aurais des semaines et des semaines de vacances, qu'on ne me demanderait rien le week-end et que je serais rentrée pour faire dîner mes enfants, ce que j'aurais pas forcément pu faire si j'avais été à mon compte comme avocate. Là, tu as Donc, fait un choix très yin, assez féminin, en définitive, enfin, féminin dans le sens de notre société actuelle, c'est-à-dire ouais. tu as préféré privilégier le soin de tes enfants plutôt que ta carrière. Ouais, probablement j'ai privilégié de faire du droit pour faire plaisir à mon père à un moment donné. Oui. Plutôt que faire une école de communication, j'avais en tête de faire le CELSA parce que j'avais envie, puis de se dire non, non, à faire du droit, c'est bien. Puis, donc, je me suis pas opposée à deux reprises. Enfin, j'ai vu le parallèle un peu plus tard, mais ouais, je me suis pas opposée, mais bon, je regrette pas. Un jour, mon fils m'a dit beaucoup plus tard, mais t'aurais peut-être été meilleure que papa, maman. Je dis, je voyais pas ça comme ça, mais si tu me dis. Non, mais voilà. Donc, non, mais je me suis pas hyper épanouie en entreprise, en fait. C'est un peu, j'ai quand même bossé pendant 15 ans en entreprise avec des jobs super intéressants, hein. J'ai été responsable juridique, puis après secrétaire générale. Enfin, petit à petit, en fait, c'était une agence de l'État dans le secteur social et médico-social. Et, euh, et j'ai au départ avait on a créé l'agence en fait avec le directeur et puis j'avais la partie juridique. Puis en fait la partie juridique, bah, très vite quand on embauche du monde, bah, faut faire aussi les RH et puis il faut faire des achats, donc on fait des marchés publics et puis en fait puis petit à petit en fait j'avais un petit peu toutes les branches de l'admin quoi en fait dans une boîte, donc j'avais ce rôle de secrétaire général et puis après, je suis rentrée à l'Ordre national des pharmaciens pour être directrice juridique. Euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, en y entrant, même si je trouvais que c'était formidable, parce que c'était une très belle institution, c'était parfait sur mon CV, j'étais bien payée, j'avais un beau bureau sur le parc Monceau, enfin, tout était bien sur le papier, mais ma petite voix m'a dit euh, peut-être que tu devrais réfléchir en fait dans quelques temps. Voilà, j'avais 45 ans à l'époque. Euh,
ouais, j'ai eu une intuition que je serais pas heureuse dans cette boîte-là, en fait. Je pense que j'accumulais pas mal de frustration. Bon, entre-temps, j'ai divorcé, donc j'ai pas fait le choix de changer d'entreprise à un moment où j'aurais peut-être dû, parce que je me suis dit non, j'avais les enfants tout le temps. Maintenant, on a les enfants une semaine sur deux, mais moi, je les avais 26 jours par mois, en fait. Leur père, il les avait 2 week-ends dans le mois. Oui, c'est sûr. Ouais. J'avais pas trop le choix en fait. Enfin, en tout cas, j'avais sûrement trop peur de m'engager dans une autre structure. Enfin, j'arrivais pas à tout gérer en même temps en fait. Donc, euh, donc voilà. Et quand je suis arrivée à l'ordre des pharmaciens, je me suis dit que j'étais probablement pas à ma place, mais que pour l'instant c'était bien et que donc dans 3 ans, je me faisais la promesse de me demander vraiment si j'étais à ma place. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui a fait que dans un premier temps, tu as eu cette intuition que tu n'étais pas à ta place en arrivant? En dehors du fait que tu as peut-être regretté de ne pas prendre une décision avant, ou qu'est-ce qui t'a amené à prendre conscience de ça? L'institution, le sérieux, une intuition par rapport à tous les entretiens que j'ai passés où je sentais il y avait un cadre très strict en fait, mais c'est normal, c'est une institution qui perçoit les cotisations des pharmaciens, qui vérifie que les pharmaciens ont bien fait les bons diplômes, ont bien l'expérience qui va bien, qui respectent le code de la santé publique, leur code de déontologie. C'est une institution qui est contrôlée par la Cour des comptes. Enfin, il y avait beaucoup de raisons que ce soit hyper sérieux, mais moi, je me Trop disais, sérieux pour toi. oh, ah non, c'est trop sérieux, je vais m'ennuyer. Là où le métier d'avocat est un métier de risque, un métier de, ouais, de prise de risque, en fait, en fonction de données très objectives qui sont les règles et la jurisprudence. Mais on prend des risques, on n'a pas peur. Dans les entreprises, on a peur de tout. Je veux dire, Mm, en tout cas, ce genre d'entreprise, je sentais qu'on allait frustrer toutes les directions parce qu'il y a des règles juridiques qui font que on va prendre aucun risque et c'est bien normal. Mais en fait, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien prendre des risques. Donc j'étais mal tombée. Mais voilà, je pense que pendant les entretiens, j'avais dû bien écouter ce qu'on m'avait dit. Mais mon intuition est née de là. En fait, je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est bien pour toi ça? Parce que j'avais dû. Avant, j'étais dans une structure qui était une agence publique aussi, donc avec énormément de contraintes administratives du ministère de la Santé notamment. Et déjà, ça me frustrait. Donc en fait, là, j'ai dû sentir que ça allait recommencer mm. croyant que j'arrivais dans une institution privée quand même, c'est une institution privée, mais en fait qui a une mission de service public, en fait j'étais en plein dedans. Et donc voilà. Et donc 3 ans après, on est en 2020, le confinement est passé par là. Alors je me suis pas du tout ennuyée hein, parce que la pharmacie pendant le Oui, confinement oui, a tu as été du très travail. sollicitée. Mais forcément, c'était une période qui a été propice à l'introversion et j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à mon parcours professionnel. J'allais avoir 48 ans. Pour une femme, je ne sais pas pour un homme, mais en tout cas, moi, je me disais, si je dois changer de job, c'est peut-être maintenant, en fait. Sauf que en novembre 2020, donc c'était le deuxième confinement, j'ai vu sur LinkedIn, ça fait 3 ans que je suis à l'ordre. Ah, je m'étais C'est dit, l'heure. c'est l'heure des questions. Et je me suis posé cette question de est-ce que tu es heureuse professionnellement? La réponse a été non, mais immédiatement. Oh. Donc, ok. Et quel est ton rêve dans l'absolu, en fait, là, parce que j'ai souvent entendu que pour que les rêves se réalisent, j'ai lu, j'ai entendu qu'il faut se les formuler. Donc je me suis dit, ok, quel est ton rêve absolu, sans aucune contrainte, ni de diplôme, ni financière, ni de reconnaissance sociale, ou je sais pas, de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, et alors là, cette phrase m'est venue, mais alors comme ça, je me suis dit, j'aimerais, enfin, après il y a des explications, hein, mais j'aimerais contribuer au changement du monde grâce à l'éducation. Mais alors, C'est la venu comme lumière, ça. La lumière t'est tombée dessus. oui, vraiment. Et, euh, et voilà. Et donc après, ok, mais on fait quoi? Enfin, je vais Ouais. pas être institutrice maintenant. Je voyais pas du tout. Sauf que mon cerveau s'est mis à réfléchir et à trouver des solutions.
Et me voilà aujourd'hui en train de contribuer au changement du monde par l'éducation, grâce à l'éducation. Bah, explique-nous ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et après, je t'expliquerai quand même d'où ça vient, parce qu'il y a quand même des... Ça m'est pas venu non plus comme ça. Mm. Aujourd'hui, j'ai créé Joie. Donc joie comme la joie, comme l'émotion de la joie, qui est mon émotion préférée. Comme le J de la justice, comme le O d'Octave, comme le A d'Adrien, mes deux garçons. Et Joie propose des activités extrascolaires, donc en complément de l'école, à partir de 6 ans, et qui développent les compétences de vie en premier. Voilà, c'est la première chose qui m'a paru extrêmement important. C'est que j'ai l'impression qu'à l'école, on oublie un petit peu parce que il y a des exigences académiques à respecter en premier, et c'est bien normal, mais on n'arrive pas encore bien à développer les compétences de vie. Alors, c'est quoi les compétences de vie? C'est les soft skills, mais ou les compétences psychosociales. C'est développer la confiance en soi des enfants, enfin, après pour tout le monde en fait. Mm. Dans la vie professionnelle, on aimerait bien que tout le monde ait plein de compétences de vie développées, mais apprendre à gérer ses émotions, à les maîtriser parfois un peu mieux, apprendre à développer son esprit critique, apprendre à s'exprimer clairement, s'exprimer pour être compris, pour convaincre aussi. Voilà, c'est d'apprendre la coopération, travailler ensemble, euh, c'est apprendre à communiquer aussi facilement, librement, et apprendre à être soi en fait. Euh, à être soi, mais bien vivre avec les autres en fait. C'est parce que, enfin, j'ai compris par de multiples chemins que quand on apprenait à bien se connaître, parfois ça permettait de mieux vivre avec les autres. Enfin, je Pour crois. quelle raison tu penses? Euh, bah, parce qu'on développe son empathie, je pense, parce que quand on comprend comment on fonctionne, on comprend aussi qu'il y a d'autres fonctionnements qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et, euh, et quand on comprend qu'il y a d'autres fonctionnements, bah, on comprend mieux le fonctionnement des autres. Donc c'est plus simple en fait. Enfin, je crois aujourd'hui qu'on a voilà, plus de facilité à comprendre les autres de cette manière. Et quand tu es arrivé à proposer à des enfants un programme qui est très très complet et ambitieux, hein, Je vais pas qui est développer. ultra nécessaire, mais je pense. Ouais, Comment ouais. t'es arrivé là? Alors, après, je t'expliquerai ce qu'on fait Mm. concrètement avec les enfants et comment on le fait. Mais alors, moi, enfin l'enfance, l'éducation, ça vient d'assez loin puisque j'avais un père qui effectivement voulait que je travaille bien à l'école, mais il voulait aussi que je sois autonome financièrement. Et j'ai donc fait des babysitting très très jeune, enfin à l'âge de 15 ans, enfin jeune, je sais pas, mais à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Et puis, comme c'était quand même un bon père, il m'a dit, je vais te payer le BAFA, et comme ça, tu pourras travailler dans les écoles, les centres de loisirs à Paris. Et, euh, et en fait, j'ai été assez vite animatrice dans un centre de loisirs, et puis après dans une colo. Et puis, bah, une responsable dans la colo m'a repérée, et puis elle m'a dit, bah écoute, en septembre, j'ai un poste de responsable de centre de loisirs Paris 5e. C'était très pratique pour moi parce que c'était juste à côté de ma fac. Est-ce que tu veux faire tous les mercredis là-bas comme responsable? Alors que j'avais 19 ans, enfin, donc c'était une grande confiance qu'on me faisait, mais moi j'aime bien qu'on me fasse confiance. Et donc je suis restée en fait pendant toutes mes études de droit, parallèlement. Alors je faisais des babysitting, des animations d'anniversaire, je faisais plein de trucs, mais en plus j'avais ce job de responsable de centre de loisirs, et donc c'est les enfants à partir de 6 ans jusqu'à au CM2, donc 10 ans à peu près. Et, euh,
Et bah, à l'époque où il n'y avait pas Internet, je concevais quand même des programmes d'activités vachement sympas parce que je les emmenais dans les musées, je les emmenais faire du kart, je les emmenais dans la caserne des pompiers. Mais à l'époque, tout était simple. J'appelais les pompiers, je disais, est-ce qu'on peut venir la semaine prochaine? Oui. Genre, enfin, donc, mais voilà, et j'étais hyper à l'aise. 19 ans, quand je vois mes enfants, je me dis, ouais, j'étais quand même. J'avais une équipe d'animateurs qui étaient souvent plus âgés que moi. J'avais un groupe d'enfants, 20 gamins, voilà, les parents à gérer, le programme d'activité, la compta du truc, la cantine. Enfin, et non, ben, j'étais bien. J'étais là à 8 heures du matin. Je partais à 6h30 le soir jusqu'à ce que le dernier enfant soit parti. Je me sentais super considérée dans ce job. Et donc voilà, donc quand même l'éducation m'a toujours plu et est restée. Après, j'ai eu mes enfants et je me suis hyper investie dans leur éducation avec toujours cette volonté de leur permettre de se sentir libres d'être qui ils sont. J'ai toujours laissé place à la parole, j'ai toujours répondu à toutes les questions ou quand j'avais pas la réponse, on allait chercher. On a transmis ça avec leur père, je pense, beaucoup de curiosité. Et d'esprit critique. On a, je pense, été des parents qui ont favorisé ça, avec beaucoup de valeurs, hein, de respect, de gentillesse, imposé quand même, et ouais, respect des règles aussi quand même, deux avocats. Bon, mais un jour, j'ai retrouvé dans la chambre de mon fils un contrat qu'il avait fait avec son frère. Voilà, c'est les deux enfants d'avocats, c'est assez marrant. Et non, mais on leur expliquait tout. Je leur expliquais le fonctionnement, à quoi ça sert la sécurité sociale, à quoi ça sert une assurance, à quoi ça sert une mutuelle, qu'est-ce que c'est un contrat. C'était souvent des questions qu'on abordait. Puis on faisait de la philo ensemble aussi, parce que ça rejoint ce que je fais chez Joie avec les enfants. Mais j'ai découvert des petits livres qui s'appellent les goûters philo. Et parce que j'allais beaucoup dans les librairies avec eux, les librairies jeunesse, et je leur lisais énormément de livres. Ils lisent pas beaucoup aujourd'hui, à part les écrans, je pense, mais j'ai lu beaucoup d'histoires, et notamment les goûters philo. Et donc, les goûters philo, c'est quoi? C'est des petits livres super bien faits qui existent toujours sur les grands sujets, la paix et la guerre, la violence et la non-violence, le corps et l'esprit. L'amitié et l'amour. Enfin, et en fait, c'était pour moi, ça me permettait de leur offrir une réflexion sur des grands sujets de la vie et de développer voilà, leur pensée, en fait, les aider à développer leur pensée en étant hyper ouverts, mais en se sentant libre de dire et d'être qui ils sont, en fait. Moi, j'ai toujours eu envie de ça, et je pense qu'ils sont ces deux jeunes hommes assez libres. Enfin, j'espère, ouais, j'espère, enfin qu'ils le deviendront en tout cas, voilà, libres de penser, libres de s'exprimer et d'assumer qui ils sont. En fait, ça c'est super important. Et je leur ai laissé beaucoup d'autonomie dans dans plein de choses. Alors peut-être que pour certains parents, j'étais peut-être trop pas laxiste parce que il y avait des règles, mais mais je les ai laissés très vite aller tout seuls à l'école, à sortir acheter le pain, aller, enfin, je sais pas, des petits trucs de la vie quotidienne pour un enfant qui, moi, me... Un jour, mon fils m'a dit, j'ai envie d'aller fêter mon anniversaire. On était à Biarritz, il voulait aller au Cap Ferré fêter son anniversaire. Je lui ai dit, bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour faire le trajet, le machin. Il est parti, il m'a fait le plan, il m'a demandé ma carte bleue pour payer son ticket. Il savait, bon, là-bas, il y avait des gens qui le recevaient hein, quand même, mais il a pris son vélo, il est allé à 6 heures du matin à Biarritz, Biarritz au train jusqu'à Bordeaux, Bordeaux, Arcachon, Arcachon, le bateau, café. Et j'étais pas du tout inquiète, mais alors, de toute façon, il y avait un téléphone, mais je me suis dit, il se débrouillera en fait. Enfin, mais on me l'a reproché, on m'a dit, mais tu étais complètement inconsciente de laisser ton enfant faire ça, il n'a que 15 ans. Ben justement, justement, il faut qu'il rencontre quelques difficultés. Non, je suis pas une mère inquiète. Je suis pas du tout dans le contrôle de leur vie. Et ils ont pas. Je leur ai toujours dit, vous allez faire votre expérience et vous allez comprendre que la vie est fragile parfois. Essayez de pas vous mettre en danger parce que la vie, il y en a qu'une.
et d'écouter votre petite voix. Voilà, ça c'est un truc, je leur ai toujours dit ça, notamment, je me souviens qu'on on lisait un livre sur la violence, et il y avait une petite histoire d'un enfant qui est à la sortie de l'école et on lui propose de rentrer dans une voiture, enfin le truc classique dans les histoires pour lui donner un bonbon. Et en fait, l'enfant ne peut plus sortir, tout ça. Et donc, on parle de ça. Et en fait, je leur ai toujours dit, et je le répète aux enfants de joie aujourd'hui, quand dans la vie, votre petite voix vous dit, vas-y, tu peux y aller. Si votre petite voix vous dit, n'y va pas, écoute-la. Et en fait, je pense maintenant que je pense que je l'ai dit de manière hyper spontanée, comme un truc de maman. Mais aujourd'hui, après avoir lu, fait des formations, en fait, un des meilleurs trucs qu'on peut donner à un enfant pour lui donner une bonne estime de lui et confiance, en fait. Parce que si Oui, se le... faire confiance en soi, ce qu'on ressent et la petite voix. Après, la petite voix peut être aussi du mental construit, de la peur, etc. Comment faire la différence? C'est ça, comment apprendre à l'enfant à faire la différence entre la petite Bah, voix de la peur ou la petite voix qui sait. c'est ça tout le travail, en fait. Mais après, moi, je leur ai toujours dit, moi, votre maman et votre père aussi sera là pour vous aiguiller ou vous conseiller si vous avez besoin. Mais dans une situation où on n'est pas là, écoutez-la. Si vous sentez qu'il y a un truc qui est pas normal, qui est bizarre, vous avez raison. Voilà, Alors faites-vous. tout ça, tu as Ouais, expérimenté cette approche avant de lancer Joie. voilà, ouais, ouais, ouais. Donc Et après, j'ai aussi été confrontée au harcèlement qui était quand même très présent hein, dans les écoles déjà il y a 10 ans. Ça m'a, j'ai vu un truc de harcèlement qui a concerné l'un de mes fils qui m'a énormément heurtée, où je me suis, enfin, je pense que j'ai eu une prise de conscience de, mais cette violence-là, en fait, c'est pas possible que ça existe. En fait, ça m'a énormément choquée. Parce que moi, j'ai jamais été victime de harcèlement et d'une manière générale, j'ai appris à me défendre. Après, le métier d'avocat est pas mal pour ça, mais ça aussi, c'est un truc qui m'importe chez Joie, c'est qu'il faut apprendre aux enfants à se défendre. Il faut leur apprendre à identifier les situations compliquées, dangereuses, apprendre à dire non, apprendre à argumenter, à se défendre. Ça, c'est hyper important. Enfin, ça va avec la confiance en soi et l'estime de soi, mais voilà, je pense. Donc, euh, parce que là, ouais, pour te dire tout ce qui m'a emmené à Joie, après, il y a aussi mon job de manager. Je pense que j'ai été pas mal formée au management d'équipe. Euh, j'ai observé en entreprise les comportements des uns et des autres. Ça m'a beaucoup. Enfin, moi, dès qu'il y avait une formation, je disais que je voulais y aller parce que je trouvais ça hyper intéressant d'apprendre à motiver les équipes. Et puis à pas projeter sur eux, enfin à pas essayer d'utiliser quelqu'un sur une tâche alors qu'il n'est pas doué pour ça. Enfin, tout le développement personnel, humain, psychologique m'a toujours énormément intéressée. Et quand j'ai vu les comportements en entreprise, en fait petit à petit, je me disais mais en fait, il faut absolument que dans l'éducation, il y ait un progrès qui soit fait là-dessus, parce qu'en fait, on ne peut pas arriver à 35 ans en entreprise avec des comportements aussi graves où enfin, j'ai vécu des cas, pas personnellement, ça aurait pu, mais je me suis défendue, mais de harcèlement moral, des trucs, ouais, dans mon agence, il y a eu des risques psychosociaux évalués Hmm. fort. Ça aussi, voilà, ça m'a énormément interrogée sur le comportement humain, mais je me suis dit, en fait, c'est les enfants qu'il faut former parce qu'en fait, c'est trop tard. Quand vous arrivez adulte et que vous avez des comportements comme ça en entreprise, vous faites des dégâts épouvantables. Enfin, moi, j'ai vu des gens faire des dépressions, j'ai vu des gens démissionner. C'est c'est pas concevable. Donc, en fait, l'adulte m'intéresse, mais l'enfant m'intéresse beaucoup plus, en fait, parce que avec les enfants, enfin, tout est possible. Et déjà, ils sont partants pour tout. Enfin, entre 6 et 12 ans, on peut leur proposer n'importe quoi en général. Enfin, quand c'est des trucs
qui les intéressent, mais j'ai jamais été confrontée à un enfant qui me dit ça m'intéresse pas. Donc je trouve que l'enfant est quand même. J'avais vécu ça avec mes enfants, entre 6 et 12 ans, c'est l'âge idéal, hein, il faut en profiter, proposer-leur tout pour éveiller leur conscience. Donc voilà, donc en fait, après, il y a plein de choses. Alors mon chemin le moment où je me suis dit, je veux contribuer au changement du monde, et le moment où j'ai créé Joie, bah, j'ai réfléchi, j'ai posé mes activités. En fait, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire ça avec les enfants, j'aimerais bien faire ça. Et j'ai pensé à créer une école au départ, hein. Je me suis dit, mais en fait, alors j'ai été coachée, j'ai beaucoup été aidée, hein, quand même dans cette réflexion. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais euh, vraiment de se faire aider parce que tout seul, c'est quand même assez compliqué. Et en fait, j'ai posé sur le papier tout ce que j'avais envie de faire avec les enfants. Donc, je voulais bosser les émotions avec eux, faire des ateliers philo, c'est-à-dire discuter des grands sujets de la vie, mais les laisser parler en étant libres d'avoir des avis différents sans que, et de manière à ce qu'ils comprennent qu'avoir deux avis différents, en fait, ça enrichit le débat. C'est au contraire, c'est Mhm. pas grave, quoi. Et puis ça permet d'enrichir sa pensée. Voilà, je voulais leur faire faire du yoga parce que moi, depuis que je fais du yoga, j'en vois les bénéfices et les bienfaits sur mon corps et mon esprit, euh, beaucoup plus que le sport classique que j'ai aussi beaucoup pratiqué. Mhm. Mais voilà, dans le yoga, c'est encore un autre sujet, mais le yoga a une grande partie dans ma vie. Euh, je voulais aussi, ah oui, bah j'ai été avocate et que la prise de parole en public, euh, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, cette excitation de prendre la parole, défendre quelqu'un, d'avoir cette responsabilité, de m'adresser à des personnes qui vont me juger. Enfin, je trouvais ça très excitant comme travail, mais j'ai eu aussi très peur. J'ai eu aussi très mal au ventre de prendre la parole. Euh, j'ai jamais fait des concours d'éloquence, je me sentais pas assez douée pour ça et tout. Et en fait, je me suis dit, mais personne nous apprend en fait à nous exprimer à l'oral, même à l'école d'avocat. On a 3 jours d'expression orale Mhm. dans une année de formation. Donc c'est quand même Ouais, c'est dommage. assez court. Mhm. Ouais, parce que quand même, si, enfin bon après, voilà, il y a des gens doués. Parfois, quand on choisit le métier d'avocat, on est un peu plus doué que la moyenne pour s'exprimer. On a envie en tout cas, mais on se forme par nous-mêmes, hein. Personne nous apprend rien en fait, sauf si on a un maître de stage qui nous aide. Mais donc je me suis dit, mais en fait, il faut apprendre aux enfants tout petits à non seulement prendre la parole en public comme ils le font au théâtre, mais apprendre à convaincre, apprendre à argumenter. En fait, convaincre, c'est un truc de toute une vie. On a besoin de convaincre en permanence pour aller voir ses copains quand on est enfant ou pas faire ses devoirs tout de suite ou je sais pas quoi auprès des parents. Mais après en entreprise, on est en perpétuelle interrogation sur comment on va demander une augmentation, comment on va dire que là, cet objectif, on ne peut pas le remplir parce qu'on n'a pas les moyens pour, comment est-ce qu'on peut convaincre une équipe de les engager dans un projet, enfin, et puis après, quand on est entrepreneur, alors là, c'est toute la journée qu'on apprend enfin, qu'on doit convaincre tout le monde. Euh, Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui contribue aux enfants et après, ensuite, à un adulte de devenir qui il est? Quelles sont ouais, pour toi les bases en fondamentales? fait, une fois que j'avais posé toutes ces activités, alors qui sont aussi enrichies de beaucoup de créativité et de rencontres des artisans et voilà, d'apprendre à faire soi-même. Dans un objectif de développement durable, j'ai mis énormément de développement, enfin de protection de la nature en fait dans Joie. Mais c'est presque global en fait, on en parle tout le temps. Et puis aussi, c'est aider les autres, s'ouvrir à la différence. En fait, pour lutter contre le harcèlement, bah, il faut déjà aimer la différence. En fait, si quelqu'un est différent de moi, peut-être il me fait peur, peut-être que je vais l'agresser si je suis pas très bien dans mes baskets. Et on rentre dans des situations de harcèlement. Donc en fait, je me suis dit, bah, si j'apprends aux enfants à aimer la différence, peut-être que donc aimer la différence, c'est dans un atelier philo avoir deux avis différents. Et puis c'est rencontrer des personnes atteintes d'un handicap ou rencontrer des personnes qui exercent un métier que je connais pas. Enfin, c'est la différence,
c'est gigantesque en fait. Enfin, on est tous différents. Donc, et c'est aider les autres aussi, qui sont des personnes qui vont être en difficulté. Ça peut être des personnes âgées euh, qui seront. J'ai pas encore fait cette activité, mais je voudrais absolument aller auprès de personnes âgées avec un groupe d'enfants et qu'on fasse des activités ensemble. En fait, par exemple, mettre de l'intergénérationnel là-dedans, mais ça peut être avec des personnes handicapées, ça peut être juste ramasser les déchets. Même si on a l'impression que c'est dégoûtant, les enfants à chaque fois, ah non, on va pas faire. Bah, et en fait, dès qu'ils le font, ils comptent tous les mégots, hein. Ils sont là dans la rue, un, deux, trois, j'en ai cinq, Magali. Et en fait, ils se sentent, tous les adultes sont là, ah, c'est bien ce que vous faites. Bah oui, on ramasse vos mégots, quoi. Non mais, et en fait, ils adorent se rendre utiles. Donc en fait, alors comment?